Le troisième volet, je vais confier le micro à Hugues Siby qui va animer, ou peut-être à Philippe Frémaux, qui va nous dire ce qui va se passer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain. Vous voulez une dernière photo? Oui, on va prendre 10 secondes. Allez, une dernière photo. Venez. Donc, et pendant que tout le monde monte sur scène. Oui, ok, vous la faites là. Bon. Donc, on a eu toujours cette cérémonie de remise des prix qui est toujours un grand moment parce que à la fois il y a la partie un peu protocolaire mais instructive sur l'état de l'ESS et les débats qui la traversent aujourd'hui. Et puis ensuite, on rentre dans le concret, et j'aime beaucoup ces deux moments. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont remercié avec beaucoup d'insistance. Je ne sais pas trop pourquoi cette année, mais une chose est sûre, c'est que c'est une opération de ce type, elle ne se monte pas tout seul, elle se monte avec toutes les équipes d'alternatives économiques, avec le comité de pilotage, avec les élus qui nous soutiennent. Et donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet des journées de l'économie autrement, qui commence par cette plénière que anime Hugues Siby. Et donc, je l'invite maintenant à gérer dans le temps qu'on a réussi à lui sauvegarder de cette matinée. Merci. Un débat absolument qui s'annonce passionnant. Merci Philippe. Donc je vous invite à reprendre place et à vous reconcentrer. J'invite surtout à me rejoindre à la tribune Christiane Bouchard, présidente du RTES, le réseau des territoires pour l'économie solidaire. Damien Carême, député européen, ancien maire de Grande-Synthe. Jean-François Caron, maire de Los-en-Gohelle. Laurent Grand-Guillaume, qui est déjà sur cette tribune, qui est le président de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, que vous connaissez tous sûrement très bien. Et enfin, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si elle est dans la salle, Nadine Richesse-Battisti, qui est chercheuse et coprésidente de l'ADES, la voilà. Donc, installez-vous, la parité n'est pas tout à fait respectée, j'en suis désolé. On rentre dans le vif du sujet. On a eu à l'instant des exemples concrets de structures de l'économie sociale et solidaire qui font vivre la transition. L'idée des deux journées, c'est aussi de regarder davantage cette année, et pratiquement depuis ce matin, tout le monde en a parlé, ce qui se passe à l'échelon des territoires. Donc le sujet de nos tables rondes, c'est comment les territoires mettent-ils en œuvre la transition écologique et solidaire. Et donc, on va essayer de tenir les horaires en ayant trois questions. D'abord, c'est quoi la transition? Je vais demander à nos invités, parce que tout le monde utilise le mot transition. Maintenant, c'est un mot qui est devenu tout à fait commun. OK, mais c'est quoi la transition? Deuxièmement, pourquoi les territoires peuvent être non seulement des laboratoires, mais finalement les lieux où se joue une grande partie de la bataille de la transition? Et enfin, quels sont les obstacles aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Il va y avoir des municipales. Qu'est-ce qui doit se passer pour que ces territoires soient effectivement effectifs sur la transition? Alors je démarre sans transition parce que je dois respecter mes horaires et je me tourne vers Jean-François Caron. Jean-François, est-ce que tu as un micro? Voilà. Donc Jean-François, vous le connaissez peut-être parce que Los-en-Gohelle, je crois, est un des territoires qui est sans doute le plus innovant. C'est un territoire des Corons du Nord, un territoire qui a connu des difficultés extrêmes et où Jean-François, en tant que maire, est rentré dans la transition et mène cette bataille de la transition, et il est même en train de créer une fabrique de la transition. Donc Jean-François, je te pose à toi la première question. À partir de ton expérience de Los-en-Gohelle, c'est quoi la transition? Quelle définition tu as envie d'en donner à cette salle? Merci. Juste pour dire que Los-en-Gohelle a énormément de chance parce que ça fait 30 ans qu'on est dans la merde, vu qu'on avait 9 puits de mines qu'ils ont fermés il y a 30 ans et que la question de la résilience, on se la frappe depuis maintenant plusieurs décennies. Ce qui fait qu'on a, quand je dis dans la merde, le mot en fait c'est pour vous réveiller, hein, parce qu'il y a l'ouverture d'une table ronde, voilà, et ça a marché, j'ai vu que ça relevait les têtes. Mais c'est pour dire que du coup on a un certain recul sur qu'est-ce qui se passe quand on gère pas bien la transition, ou au contraire qu'on peut installer un certain nombre de pistes positives. Ça c'était pour positionner le point de départ du propos. Il va y avoir des moments plus concrets, plus techniques, mais ce que je voulais vraiment distinguer, c'est que
il y a deux sujets qui se percutent et qu'on confond. C'est la question du modèle de développement et la question de la transition. Ce ne sont pas les mêmes sujets, ce n'est pas la même façon de l'aborder. La question du modèle de développement, c'est qu'il y a un ancien modèle qui est mort. Alors, j'ai coutume de dire qu'il bouge encore comme une grenouille à qui on a coupé la tête, mais globalement, il est mort. L'accès aux ressources qui le fondent ne peut pas durer, il est basé sur la ressource fossile. Les rejets de ce modèle ne sont pas durables à l'échelle planétaire. Voilà, c'est un fait, c'est pas une opinion, c'est factuel. Donc il y a un modèle qui est mort. Le problème de nos générations, c'est qu'il y a un nouveau modèle de développement qui n'est pas encore apparu. Et on est dans une situation où on est au milieu du gué, avec un nouveau modèle qui est à faire apparaître, sur lequel on a des signaux faibles, par exemple renouvelable plutôt que le jetable, par exemple grâce au numérique, des modèles horizontaux de démocratie plutôt que des modèles verticaux. Et donc c'est un enjeu de nouvel imaginaire, c'est un enjeu de nouveaux référentiels et c'est un enjeu de récit de la transformation. Ça, c'est l'émergence du nouveau modèle. Et maintenant vient la question de la transition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le nouveau modèle serait clairement apparu que pour autant on va y aller. Parce qu'il y a toute une série de résistances au changement. Et donc, pour moi, la question de la transition, c'est une question de conduite de changement. C'est une question de sciences humaines et sociales. Ce n'est pas une question d'ingénieurs. Il y a tous les ingénieurs qu'on veut. Les solutions, on les a aujourd'hui pour faire des énergies renouvelables, des modèles alimentaires alternatifs, des mobilités différentes. Et ce qu'on vient de voir tout à l'heure le confirme. Donc, pour moi, la question de la transition, je vais peut-être vous déstabiliser, Hugues. On ne sera pas déstabilisé, je te rassure. Bon, c'est que le sujet, c'est la mise en désir. Et donc, c'est comment on emmène la population, les acteurs, vers cette transition. Donc, c'est, par exemple, des nouvelles pratiques démocratiques. Si j'ai le temps, tu me diras, Hugues, c'est par exemple les 50-50 qu'on a développé à Los Angeles, une cinquantaine de contractualisations entre la population, la collectivité, pour améliorer un certain nombre de dimensions. Bon. C'est la question des nouveaux modèles économiques, quand par exemple on met en place un plan solaire financé par les citoyens avec des acteurs publics, privés, c'est un nouveau modèle économique sur la façon de faire de l'énergie. C'est par exemple la question de l'habitat avec des nouveaux dispositifs de construction avec des gens qui payent plus que 150 € au maximum de chauffage par an pour une bonne partie de la population de l'os. C'est surtout un nouveau système alimentaire et agricole qui va requérir des changements de posture du monde agricole, des associations d'insertion et intermédiaires et des habitants. Et dernière phrase, j'essaye d'être très court, c'est que bien, derrière ça, c'est une culture de l'innovation et une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc comment créer les conditions de la désobéissance collective, c'est comment on construit la confiance. En fait, on est traumatisé, on est bloqué aujourd'hui par une société en défiance maximum. Et dans cette difficulté-là, on a du mal à faire apparaître à grande échelle. Il y a des pionniers, hein, on en a vu, mais on a du mal à passer à la massification. Donc, pour terminer... Non mais tu auras la parole encore, tu auras encore la parole. C'est d'abord des questions de désir, de confiance, et le reste suivra. C'était mon message d'ouverture de cette table ronde. Il est très fort parce qu'il a dit la mise en désir au moment où Patrick Vivray est rentré dans cette salle, et chacun sait ce que Patrick a écrit là-dessus, donc il y avait une espèce de synchronisation qui était parue. Bon, on reviendra, hein, parce que il n'a pas le temps de le développer, mais ce qu'il a fait à Los Angeles dans les dernières années est quand même tout à fait remarquable, encore une fois, avec une situation sociale extrêmement difficile. Donc la confrontation fin du mois, fin du monde, qui était un peu une phrase qu'on a retenue, chez toi à Los Angeles, c'est un sujet dans lequel tu es tous les jours. Et si je me tourne vers mon voisin Damien Carême, qui doit prendre un micro, il a à Grande-Synthe finalement une situation qui économiquement n'est pas la même, puisque chez toi c'est la sidérurgie, chez lui c'est la mine, mais qui a quand même des points de comparaison, et où tu as été pendant assez longtemps à Grande-Synthe en charge de ça. Maintenant tu es député européen. Donc même question pour toi, avec ton expérience de Grande-Synthe, où il y a eu des problèmes très lourds sur les migrants, enfin des choses très difficiles à gérer. C'est quoi ce que tu as envie de dire à cette salle sur la notion de transition ? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-François.
on se connaît depuis longtemps avec Jean-François, on a échangé énormément. Jean-François l'a dit en entrée, lui, il a les mines qu'on fermait il y a 30 ans, et donc la résilience, il sait ce que c'est. Moi, ça tourne encore, la sidérurgie, même si ça tourne moins, puisqu'il y avait 11 000 salariés, il n'y en a plus que 2008, ça tourne moins, mais c'est encore là. Et donc, quand je dis un jour ce modèle s'effondrera, je suis l'oiseau de mauvais augure, et donc c'est compliqué d'entraîner les gens. Quand on me demande aujourd'hui la définition de la transition, je leur dis, j'ai presque envie de dire, c'était une question qu'on aurait dû se poser il y a 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, la transition, enfin, c'est une transition accélérée qu'il faut mettre en œuvre. Tous les rapports qui suivent, encore lundi dernier, quand l'ONU demande, enfin non, c'est l'Organisation mondiale du climat qui dit, si on veut respecter l'accord de Paris, il faut maintenant que tous les États baissent leurs émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an entre 2020 et 2030. On voit bien l'urgence qu'il y a, alors que s'il l'avait entamé en 2010, cet effort-là, il n'aurait dû réduire que de 3,5%. Si on attend encore une transition trop longue, on nous dira c'est plus possible parce qu'il faudra réduire de 15% ou de 20% par an et on sera incapable de le faire. Donc il y a vraiment aujourd'hui une urgence, c'est une urgence de la transition qu'il faut mettre en œuvre. Jean-François a donné les clés. C'est d'abord travailler sur le collectif, c'est créer un nouvel imaginaire. Mettre en œuvre aussi ce nouvel imaginaire. Moi, depuis que j'ai été maire pendant 18 ans, il y a une phrase qui me guidait, c'est une phrase de Gandhi qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». Donc il faut mettre en œuvre des pratiques et s'appuyer en disant vous voyez, ça fonctionne, on peut le reproduire dans tous les schémas. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette transition qu'on met en œuvre sur le territoire? On y viendra tout à l'heure. On montre que le monde ne s'arrête pas parce qu'on est dans une économie du partage, de la fonctionnalité, parce qu'on fait de l'économie circulaire, parce qu'on arrive aussi, et c'est ce qu'il faudra, et c'est peut-être le plus compliqué aujourd'hui, en plus on est le jour du Black Friday, donc c'est un peu compliqué, mais une société comment le mot m'échappe aujourd'hui. Il reviendra. Oui, mais quand on se satisfait de peu, excusez-moi, sobriété. La sobriété, voilà. Une société de la sobriété extrême. De peu et de beaucoup. Comment ? On se satisfait de peu et de beaucoup dans la sobriété. Oui, non, mais quand je dis en bien matériel, donc voilà, c'est une société de la sobriété, mais qui va laisser la place à plus d'échanges entre les êtres humains et qui va surtout laisser la place à un avenir qu'on aura. Alors que si on continue le modèle de développement dont Jean-François parlait tout à l'heure, qui est arrivé au bout, et c'est malheureusement ce à quoi on s'accroche. Vous savez, je termine là-dessus. Cette semaine, au Parlement européen, on a demandé avec des députés verts de prendre une résolution sur la déclaration d'état d'urgence climatique. On se dit ça ne devrait pas poser de problème. Il devrait y avoir un consensus entre les groupes politiques européens. Et le consensus qui a été trouvé, il se résume à 2 petits articles. Le premier, l'Europe se déclare en état d'urgence climatique. Le deuxième qu'on a fait rajouter quand même, c'est de dire maintenant tous les textes que la Commission va proposer au Parlement, ils devront s'inscrire dans les accords de Paris. On se dit c'est la moindre des choses, on a signé l'accord de Paris. Puis nous on dit mais ça va pas assez loin, il faut plus de pratique. Et donc je dis, ça veut dire que aussi tous les accords commerciaux qu'on mène aujourd'hui, ils devront se faire dans le cadre des accords de Paris. Et cet amendement-là, il a été rejeté par les gens dont parlait Christophe Fitier tout à l'heure, dont Christophe Fitier est haut commissaire dans un gouvernement qui a refusé, les représentants de ce gouvernement, de voter cet amendement, ou de revoir toutes les politiques, comme la politique agricole commune, à l'aune des accords de Paris, c'est refusé. Donc on voit bien qu'il y a d'abord les politiques à convaincre, il y a la société à convaincre, mais il y a aussi les politiques à amener sur ce champ-là d'un nouveau modèle. Justement, sur ce plan-là, avant de passer à Christiane, donc tu as été maire pendant assez longtemps, ton père d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de connaître, l'a été. Là, tu es parti dans une autre orientation politique. Comment est-ce que tu sens aujourd'hui les élus se saisir ou pas de cette question de la transition? C'est-à-dire, tu passes à autre chose parce que c'est épuisant de faire ça, et que peut-être, est-ce que nos élus locaux, puis il y en a d'autres qui vont arriver, est-ce que tu sens que cette démarche de transition, au fond, ils sont eux-mêmes en train de rentrer dedans, ou que la société civile va plus vite qu'eux? La société civile est nettement en avance sur les élus, locaux, nationaux ou autres. Aujourd'hui, les élus sont prisonniers de l'économie. Ils sont tout ce qui va. Moi, j'ai pris des décisions sur Grande-Synthe en me disant je m'oppose au projet d'agrandissement du port de Dunkerque tel qu'il nous était présenté, port à conteneurs, etc., qui allait soi-disant créer 6 000 emplois. Je verrai bien dans quelques années si ça crée 6 000 emplois. Pourquoi ? Parce qu'il allait nous remettre sur la route à côté de nos villes 1 500 000 camions supplémentaires au bas mot par an.
1 million 500 000 camions, c'est un camion qui passe toutes les 30 minutes. On crève déjà sous les particules fines sur l'agglomération à cause de l'industrie, on vient en rajouter derrière. Moi je me dis, ce modèle, il est au bout, on ne peut pas continuer dessus. Donc il faut qu'on arrive à un moment à ce que le politique reprenne le pouvoir sur l'économie. Ouais. Mais vraiment, je pense que tant qu'on liera aussi le problème des revenus des gens et des moyens de subsistance des gens à un emploi et que du coup, c'est les entreprises qui décideront ce qu'elles feront quand elles font et que les politiques subiront ce chantage-là, ça va être compliqué de les amener sur la transition. Alors ça, c'est une phrase forte qui nous a dit les élus sont prisonniers de l'économie. On pourra peut-être y revenir pendant ces 2 jours. Christiane, je me tourne d'abord vers toi, puis ensuite j'irai vers Nadine. Christiane, donc... la tribune est très Hauts-de-France, hein, je vous le signale, puisqu'on a Grande-Sainte et Le Sangoël, et que Christiane est élue à la métropole lilloise. Mais elle est aussi présidente du réseau des territoires pour l'économie solidaire, je l'ai dit, enfin tu l'as été longtemps, donc c'est comme les ministres, tu sais, c'est à vie ça. Et puis elle s'occupe du plan climat de Lille. Donc la question que je te pose, c'est finalement, tu es comme moi une militante de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps, comment l'économie sociale et solidaire rentre dans cette affaire de la transition, et en particulier, puisque toi tu fais la synthèse, puisque tu es ESS, mais aussi climat, tu t'occupes du climat. Donc comment tu vois cette synthèse entre les deux ? D'abord, je pense que la synthèse, elle n'est pas forcément facile à faire. Parce qu'effectivement, on a parlé depuis très longtemps, et ça a été dit, de développement durable qui intégrait les équilibres entre économique, social et environnemental. Et on était vraiment plus dans une logique de la continuité ou d'essayer de trouver un certain nombre de solutions sans être forcément dans le conflit. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'ont dit mes prédécesseurs, la notion de transition, elle renvoie à une notion de rupture. Et donc, dans la rupture, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on invente des nouveaux modèles, qu'il faut aussi, et ça a été dit, pousser par les citoyens qui, eux, aujourd'hui, attendent de la justice aussi sociale avec la justice climatique. Ça, je pense que c'est aussi des vrais enjeux dans lesquels doit pouvoir s'inscrire le modèle économique. Et du coup, il faut arriver à déconstruire un peu ce qui a été fait pour arriver à réécrire une nouvelle histoire. Et je pense qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire a une place aujourd'hui de par, et on le sait, de par son modèle économique qui est effectivement collectif, coopératif, de par sa capacité à hybrider aussi, de par ses ressources, de reconnaître aussi l'engagement citoyen et sa capacité aussi à innover. Et je pense aussi que si on prend juste 2 exemples sur l'épuisement des ressources et sur la relocalisation de la politique agricole, par exemple, aujourd'hui, qui sont des vrais sujets, à la fois au niveau des territoires, il y a un certain nombre d'initiatives qui nous montre que c'est possible. On a parlé d'insertion aussi tout à l'heure, on a un tas d'exemples d'entreprises type Synéo qui lavent des voitures sans eau. Sur le réemploi, on a aussi un foisonnement d'initiatives. Et si je regarde sur l'aspect de la politique agricole aujourd'hui, on a effectivement que ça aille de la production, et on reparle de plus en plus de la production bio, locale, en dynamique. On voit bien qu'on a à la fois des outils de production, des outils de transformation, des outils de distribution avec les supermarchés coopératifs, pour ne citer que cela. Mais derrière, il y a un rôle vraiment moteur à la fois des territoires, qui est essentiel pour développer les écosystèmes, parce que je pense qu'on ne changera pas aussi de modèle si on n'arrive pas à créer des vrais écosystèmes à l'échelle des territoires, et qu'on fasse synergie pour avoir des démarches communes. Et derrière, pour moi, il y a 2 choses. C'est de recréer aussi des nouvelles alliances, par exemple des nouvelles alliances entre les consommateurs et les agriculteurs. Et c'est aussi de se réinterroger, et Damien l'a dit, sur la PAC aujourd'hui, par exemple. Comment est-ce que la PAC rémunère les agriculteurs pour reconnaître les services environnementaux, par exemple, parce qu'ils rendent des services d'intérêt général quand ils modifient leur type de production. Et pour citer Marc Dufumier, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger ces jours-ci, c'est à quand un quart du budget de la PAC qui soit pour que dans tout le pays, on ait des cantines, des hôpitaux, des EHPAD, enfin toute la restauration collective qui soit en bio et local. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi le changement d'échelle. Le local est essentiel, mais il faut l'articulation avec les autres niveaux d'échelle. Voilà, donc c'est un peu, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le micro et ce que les économistes appellent le méso. Je voudrais juste que tu rebondisses sur la phrase de Damien, les élus sont prisonniers de l'économie. C'est une phrase forte quand même, ça. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, mais je trouve que c'est une phrase forte. Est-ce que l'économie sociale et solidaire, est-ce que l'ESS libère les élus de cet emprisonnement dans l'économie ?
Je crois que la force de l'ESS aussi, c'est que dans la mesure où elle est aussi sur l'ensemble du champ de l'innovation, donc sur la capacité à créer d'autres modèles, sur la capacité à partir aussi de la capacité des individus à construire aussi d'autres modèles économiques sur les territoires, elle s'affranchit effectivement d'un certain nombre de modes de faire qui aujourd'hui sont les modes de faire dominants. Ceci dit, pour qu'elle soit effectivement sur un changement de pratique à un niveau d'échelle, il faut aussi qu'elle soit mieux reconnue à tous les niveaux aussi de collectivité. C'est-à-dire le rôle des collectivités, c'est aussi d'accompagner et d'aider à la structuration sur les territoires de cette économie. Et même chose, quel que soit le niveau d'échelle. Okay. Donc la force, ça peut être aussi l'articulation des niveaux d'échelle de collectivité, mais l'articulation aussi avec le niveau européen, pour moi, est capitale. On en a parlé déjà ce matin. Je me tourne vers Nadine Richesse-Battisti. Nadine est chercheuse. On se connaît depuis longtemps aussi. Tu es coprésidente de l'ADES. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que chercheuse, et c'est l'esprit même, je crois, des journées de Dijon, c'est de mettre des acteurs, des chercheurs, des citoyens, des étudiants sur des sujets. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire des journées de l'économie autrement. Donc, toi, tu travailles depuis longtemps sur la rencontre entre l'ESS et les territoires et l'innovation, puisque tu as travaillé notamment dans ta région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont l'ESS joue cette carte ou pas de la transition ? Alors, merci beaucoup de cette invitation. Sur cette question, pour aller assez vite, quand on aborde la question de la transition, on est effectivement sur des processus, sur des formes de déstabilisation et de restabilisation. À l'intérieur de ces processus, on voit que l'ESS, comme d'autres acteurs économiques et sociaux, interviennent dans ce processus de transition, mais qu'une des difficultés que rencontre l'ESS, de la même manière que l'ensemble des acteurs aujourd'hui, c'est de faire système. C'est-à-dire de passer d'un certain nombre d'expérimentations, généralement locales, tout à fait intéressantes, mais de passer de cette étape de quelque chose de petit à quelque chose de plus agrégé, qui permettrait effectivement de produire des éléments de transformation, durable ou pas, peu importe, mais de transformation véritable. Donc ce qu'on observe, c'est à la fois, de mon point de vue, une fragilisation d'initiatives portées par des acteurs locaux de la transition. Ça veut dire quoi, fragilisation des initiatives ? Simplement, quand on prend le nombre des associations en France, par exemple, on observe une disparition depuis la dernière enquête de Viviane Tchernonog, mettant en avant effectivement la fragilisation du tissu associatif dans des secteurs qui sont des secteurs du sanitaire et social, mais pas seulement, donc y compris dans des secteurs de la transition. Et de mon point de vue, la transition, si elle se joue largement autour de la dimension écologique, etc., elle va se jouer aussi beaucoup autour du travail et de la gestion des âges. Or, là où les acteurs de l'économie sociale ont été très forts dans cette gestion de la transition, on observe aujourd'hui des éléments de fragilisation qui sont fortes. Et il me semble qu'un des enjeux forts dans les années à venir, c'est bien aussi cette réflexion que l'on pourrait avoir sur le travail et sur la manière de repenser le travail dans les organisations, quand par exemple, dans les organisations d'économie sociale et solidaire, pour penser la transition, mes collègues d'Enercop travaillent 4 jours par semaine. Ils ont fait le choix, effectivement, de consacrer une journée au-delà du week-end, à leur vie d'engagement, donc à pratiquer un engagement sur le territoire, dans des choses qui ne sont pas forcément liées à l'énergie, mais qui participent de la mise en débat, du renouvellement du débat. Donc il me semble que sur la partie ESS, l'intérêt qu'il y a à regarder ce qui se passe de ce côté-là, c'est bien de dire comment on passe d'initiatives partiellement isolées à des initiatives qui se coordonnent, qui s'articulent, comment on passe à des initiatives qui se diffusent, de façon différente selon les territoires, mais qui se diffusent, comment on montre ce qu'on produit, donc avec un enjeu fort aujourd'hui sur le registre de la preuve, et puis derrière ça, comment on arrive à dépasser nos tout petits lieux de débat pour élargir le débat démocratique autour de la question de la transition. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, je suis économiste, dans une université où il n'y a aucun cours. Où il n'y a aucun cours sur la transition, il n'y a pas de cours sur le développement durable dans la fac d'éco, etc., etc. Comme si ça n'existait pas, on continue à travailler sur des formes de représentation
qui sont complètement dépassés. Et du coup, il y a sans doute quelque chose de l'imaginaire à revoir, mais il y a aussi dans nos propres pratiques de formation, au-delà même des pratiques quotidiennes d'action qu'on peut avoir, un enjeu fort de revisitation et de construction aussi de dispositifs à montrer. C'est-à-dire que quelque part, on peut avancer si on montre qu'il y a des éléments qui se transforment et qu'est-ce que ça produit. Mais ce que je disais ce matin à l'ouverture, c'est qu'on a, avant le nouveau modèle, on a aussi un travail de déconstruction à faire de l'ancien modèle, parce que je crois que nous tous, finalement, c'est pas si facile que ça de se dire le modèle est périmé, il en faut un autre. On est aussi avec tous dans les têtes l'ancien modèle. Mais pour passer à ça, juste une dernière question, puis je me tournerai vers Laurent Grand-Guillaume en lui posant aussi peut-être, s'il le souhaite, cette question. C'est est-ce que le fait de s'élargir, de parler d'alliance, de coopération, de faire, tout ça sont des mots qui sont des mots justes, mais après, il y a les difficultés du concret, c'est-à-dire coopérer, c'est des enjeux de pouvoir, c'est des enjeux de répartition de valeur économique, c'est des enjeux d'égo, etc. Donc, est-ce que l'économie sociale a des choses à apporter finalement, une espèce de méthode de la coopération, puisque le CES, c'est pas que le statut coopératif, c'est aussi le beau mot de coopération. Donc, comment est-ce que tu vois ça ? Elle a de fait expérimenté depuis 2 siècles, voire plus, des pratiques de coopération. Donc on dispose aujourd'hui d'outils qui ont été formalisés, que ce soit à travers des outils d'éducation populaire ou des outils renouvelés aujourd'hui d'éducation populaire. Je pense à l'Université du Nou, par exemple, donc qui aujourd'hui permet effectivement de travailler différemment sur la question à la fois de la mise en débat, de la prise de décision. Je crois qu'on doit absolument changer de modèle, aller dans des logiques de transition. Changer de modèle, c'est d'abord essayer de comprendre ce que fait l'autre, comment il le fait, et du coup, à partir de là, pouvoir mettre en avant des éléments de différence. Oui, l'ESS a un savoir là-dessus, elle le valorise très peu. Elle le montre très peu, elle s'adresse principalement à ses propres structures, mais elle ne développe pas un manuel de coopération qui pourrait servir plus largement à d'autres acteurs. Merci. Et donc, elle ne permet pas aujourd'hui de diffuser effectivement ces pratiques. Merci Nadine. Je me tourne vers Laurent Grand-Guillaume. Laurent Grand-Guillaume donc, préside l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Il en est très largement à l'origine. Il a été député. Il a porté le projet de loi à l'Assemblée sur Territoire Zéro Chômeur. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très engagé sur cette question. Je suis très heureux que tu sois avec nous à cette table parce que moi, je trouve intéressant de se dire finalement, on parle de la transition. Mais je constate qu'aujourd'hui, il y a des démarches territoriales qui sont centrées sur l'écologie, par exemple territoire à énergie positive, puis d'autres qui sont plutôt à une dimension sociale emploi, comme toi, territoire zéro chômeur. Et donc, on a l'impression qu'on est quand même encore un peu dans des silos, les uns à côté des autres. Et donc, je te pose la question, est-ce que toi, président de territoire zéro chômeur longue durée, tu considères que tu es un acteur de la transition ? Nous sommes effectivement des acteurs de la transition. D'abord parce que dans les territoires où nous expérimentons cette idée des territoires zéro chômeur, nous créons des activités. Alors nous ne sommes pas dans la réappropriation des moyens de production, nous créons nos propres moyens de production. Et donc ces moyens de production dans les entreprises que nous avons créées, ils reposent sur plusieurs axes. D'abord la transition énergétique et écologique, l'économie circulaire, la sécurité alimentaire avec en particulier le maraîchage et les circuits courts et la permaculture, mais aussi l'économie de proximité, c'est-à-dire répondre à des besoins de proximité parfois en rachetant des commerces qui vont disparaître, tout simplement. Tu peux prendre un exemple il y a 10 territoires, je vous le rappelle, il y a 10 territoires qui sont en expérimentation. Par exemple, à Colombelles, dans le Calvados, nous avons racheté une droguerie qui allait disparaître au centre de la commune et nous y vendons maintenant des produits du maraîchage que nous avons développés, en circuit court, à travers aussi la permaculture et nous sommes en lien avec le développement d'un tiers-lieu qui vient d'être inauguré à Colombelles, mais ici, dans cette belle région de Bourgogne-Franche-Comté, à Prémery, dans la Nièvre, nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent avec un carnet de commandes plein à quasiment 1 an sur une activité de bûcheronnage. Nous avons d'autres personnes qui travaillent sur une recyclerie-ressourcerie, sur un atelier de réparation de motoculteurs. Nous avons recréé à Prémery, là où il y a eu 200
suppression d'emplois au début des années 2000 avec la désindustrialisation, nous avons créé en moins de 2 ans une centaine d'emplois durables, en contrat à durée indéterminée, sur des activités qui n'existaient pas, donc qui n'entrent en concurrence avec personne, qui ne sont pas délocalisables. Nous sommes sur des activités avec une forte intensité en travail humain, c'est ça qui est aussi important, et nous l'avons fait dans un territoire rural, mais nous le faisons aussi dans des territoires qui sont urbains, donc c'est possible. Voilà, nous sommes dans un projet de transformation radicale. Enfin, nous considérons être dans un projet de transformation radicale à plusieurs titres. D'abord parce que on est dans la supplémentarité de l'emploi, c'est-à-dire qu'on crée des emplois supplémentaires et des activités supplémentaires sur les domaines que nous venons d'énoncer, donc on s'inscrit durablement dans le territoire. Nous le faisons reposer sur un consensus local, c'est-à-dire on fait sauter les silos entre des acteurs publics, privés, et surtout on fait un projet qui s'adresse non pas, qui n'est pas fait pour les personnes, mais qui est fait avec les personnes, et c'est là qu'on rejoint l'enjeu social, parce qu'on ne s'adresse pas à des invisibles. Les invisibles, c'est le nom, on va dire, parfois utilisé par la bureaucratie. Ce sont les ignorés. C'est-à-dire, en fait, parce que quand on pose la question aux personnes, est-ce que vous êtes invisible? Elles disent non, moi je ne suis pas invisible. Je vis dans un territoire, je suis ici, je suis là. Je suis ignoré des institutions. Voilà. Et donc nous, on s'adresse aux personnes qui sont aujourd'hui ignorées des institutions, qui sont dans le non-recours, qui n'ont pas recours aux droits auxquels ils ont par nature normalement droit dans les droits que nous avons créés et qui sont inscrits dans la Constitution et dans le préambule de 1946 sur le droit à l'emploi pour tous. Nous sommes dans cet objet social du projet. Alors, je voudrais te poser une autre question, parce que ton expérience est un peu différente de celle qu'on a entendue précédemment, dans le sens où, finalement, Territoire zéro chômeur, c'est quand même une décision nationale. Il y a eu une loi nationale, et donc il y a un mouvement plutôt descendant vers les territoires. Donc, est-ce que ça pose des problèmes dans la manière dont ça démarche sur les territoires? Parce que moi, je suis, tu le sais, absolument convaincu par la démarche des territoires nationaux, mais je pense que c'est quand même normal. On dit tous, autant qu'on est, ce qui est bien, c'est ce qui monte du territoire, c'est le bottom-up. Là, on a quand même un exemple d'une loi qui dit, je choisis 10 territoires, on va les choisir sur des critères, et puis on va leur dire, vous êtes retenus, vous n'êtes pas retenus. Quel type de problème ça pose par rapport à notre question de la transition? En fait, ce sont deux mouvements qui se rejoignent. La République, à travers une loi de la République qui autorise une expérimentation effectivement dans 10 territoires, et nous souhaitons demain aller plus loin, voilà. Bon, on pourra en parler plus tard, et la volonté des territoires de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Donc la loi, elle définit des principes, des fondamentaux. Elle dit, voilà, personne n'est inemployable, on va mobiliser le coût du chômage longue durée pour financer une partie de l'emploi. On va mettre en place un fonds national d'expérimentation par lequel transite, qui est présidé par Louis Gallois, par lequel transite le coût du chômage pour financer une partie de l'emploi. Mais après, s'il n'y a pas de volonté locale, s'il n'y a pas d'acteurs locaux qui définissent eux-mêmes le projet, qui définissent eux-mêmes les activités, qui le portent et qui s'adressent aux personnes privées d'emploi, ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi nous ne parlons jamais de généralisation. Nous ne généralisons, nous ne défendons pas la généralisation, ça n'existe pas pour nous, ce mot. Nous défendons en fait l'extension des territoires mobilisés. On y reviendra. Mobilisés. Tout à l'heure, voilà. On y reviendra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais juste encore là-dessus, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, la coopération, ça ne se décrète pas. Et puis, c'est pas facile. Je prends un exemple pour ce qui vous concerne. Vous créez des entreprises à but d'emploi. Oui. Mais à côté, il y a des entreprises d'insertion. Oui. Elles existaient quelquefois avant vous. Oui. Alors, ça se passe comment? On se rencontre. Par exemple, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, nous avons créé une première entreprise à but d'emploi. Nous venons d'en créer une deuxième. Qui porte l'entreprise à but d'emploi à Thiers? Un chantier d'insertion. Donc finalement, les deux acteurs se rencontrent et c'est complémentaire de l'insertion. Nous ne sommes pas concurrents de l'insertion. Au contraire, en fait, nous permettons peut-être aussi, quelque part, d'apporter une ressource, des idées supplémentaires également à l'insertion. Donc nous n'opposons pas les modèles, au contraire. Et d'ailleurs, on a créé, et je vais très rapidement, on a créé au départ 10 entreprises. Donc nous avons eu des coûts structurels et des investissements à réaliser. Si on avait pu s'appuyer dès le départ sur des acteurs de l'insertion existants, d'abord on aurait gagné du temps, on aurait sans doute économisé un peu parce qu'il y aurait eu de la mutualisation, donc ça peut être une voie pour la suite. Ok, alors donc on a eu un premier temps sur la transition, donc moi je retiens que
le nouveau modèle et la transition, c'est très juste ce que dit Jean-François, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Hein. Il y a le modèle vers le climat et puis il y a la transition pour y arriver. Je retiens cette idée que les élus sont peut-être encore prisonniers d'une certaine économie, mais peut-être que nous aussi, et que l'ESS a peut-être quand même des éléments particuliers à jouer dans cette matière-là. Donc, si on aborde le deuxième temps, c'est-à-dire finalement, une fois qu'on a essayé de se clarifier sur les mots, ils en sont où ces territoires aujourd'hui sur la transition? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés rencontrées? Je vais commencer peut-être par toi, Christiane, parce que tu as cette expérience du RTES ancienne, et puis tu as joué un rôle important dans les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, qui ont été quand même pour moi, une des plus belles innovations de quand je dis pour moi, c'est pour le labo de l'ESS, une des plus belles innovations de cette année, c'est dans lequel Claude Alfandéry a joué un rôle aussi, avec vous, avec le CORAS et d'autres. Donc comment est-ce que tu vois aujourd'hui ces territoires dans la transition? Ils en sont où? Quelles difficultés rencontrent-ils? Alors peut-être juste avant de répondre directement à ta question, revenir juste en quelques secondes sur l'importance aujourd'hui de l'implication des citoyens, de la capacité d'agir localement. Je crois qu'on l'a vu au travers des grands projets inutiles, on a déjà cité EuropaCity, on pourrait citer Notre-Dame-des-Landes, que la contestation, elle a été en capacité de faire émerger des projets alternatifs qui en général sont des projets qui lient les enjeux sociaux, environnementaux. Mais la question c'est comment on accélère aussi cette capacité à faire émerger les projets et sans passer par la phase contestation, c'est-à-dire aujourd'hui que ce soit au travers des budgets participatifs par exemple qui sont mis en place par les collectivités, c'est comment on accompagne ces projets et comment la collectivité aujourd'hui se remet en cause aussi pour être en capacité de suivre, d'accompagner ces projets et de faire en sorte qu'ils fonctionnent dans la durée. Puisque derrière, pour moi l'idée de cette transition, c'est d'avoir à la fois des leviers qui soient structurants, qui soient de massification et de généralisation. Donc j'en arrive à ta question. Une des réponses, et à mon avis le pas de côté aussi qu'on peut avoir, c'est ce que peuvent porter les plans climat aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau des territoires d'avoir des plans structurants. Un exemple sur ce qu'on mène au niveau de la métropole européenne de Lille, dans notre plan climat, on intègre un budget climatique qui va permettre d'analyser, avant de prendre une décision politique, quels sont les enjeux, de mettre en place un conseil citoyen aussi qui va pouvoir non seulement suivre, apporter son avis, mais évaluer aussi la démarche, à côté d'un conseil scientifique. Ce que je veux dire derrière ça... Je t'interromps pour te poser une question sur les plans climat et peut-être le rapport aux citoyens, parce que en fait, aujourd'hui, enfin moi, c'est plutôt d'un poste d'observation, mais je vois, il y a des plans pour l'alimentation, il y a des plans pour le climat, il y a des plans pour les territoires zéro chômeur, il y a des plans, etc. Mais comment on fait système? Si c'est des plans qui sont... Alors, ils ont sûrement des interactions, mais c'est quand même des plans qui sont un peu les uns à côté des autres. Alors, ça peut apparaître effectivement comme ça. L'idée, c'est aussi l'idée de la cohérence et de la subsidiarité par rapport à un territoire. C'est-à-dire que le plan climat aujourd'hui qui sera adopté, il y aura une subsidiarité avec le plan local d'urbanisme, avec le plan de déplacement aussi au niveau de la métropole. C'est-à-dire qu'il y aura une cohérence liée à un territoire et liée à un territoire qui aujourd'hui a quand même du sens puisque c'est 1 200 000 habitants pour entraîner l'ensemble des collectivités dans cette démarche de transition. Donc c'est aussi à la fois le poids, ce qu'il représente, y compris en termes de moyens financiers, mais c'est aussi l'accompagnement de l'ensemble des 90 communes que ça entraîne derrière. Alors, tu as commencé à dire, puis après je vais revenir vers nos deux maires, Los Angeles et Grande-Synthe. Tu as employé le mot d'implication des citoyens. Moi, il me semble que ce qui se passe, c'est même simplement par rapport à il y a 1 an, la prise de conscience et l'accélération de la conscience de nous tous, les citoyens, et en particulier les jeunes, et heureusement qu'ils sont là, comment travailler avec cette prise de conscience? Encore une fois, je pense que depuis le début des journées de l'économie autrement et aujourd'hui, mais c'est incroyable l'accélération, notamment sur la question climatique, bien sûr, et écologique. Donc comment est-ce que vous pouvez faire que cette prise de conscience débouche sur des choses concrètes et rapides, parce qu'on ne peut plus attendre?
en intégrant, dans la prise de conscience, effectivement, on voit bien les marches pour le climat, on voit bien la grève des jeunes aujourd'hui, qu'ils nous interpellent aussi sur le fait qu'on prenne en compte l'ensemble de leurs questionnements vis-à-vis de l'avenir pour demain. Et donc l'idée, quand je parle de conseil citoyen au sein du plan climat, c'est à la fois de continuer à associer les associations qui depuis toujours travaillent sur ces sujets-là, mais d'intégrer aussi directement les citoyens dans la gestion de ces plans climat. Et le lien que je fais avec l'économie sociale et solidaire sur les enjeux climatiques et les enjeux économiques, c'est la préservation et le développement des biens communs. Et je pense que là, vraiment, on a un rôle à jouer, et c'est là où les PTCE, pour moi, c'est des vrais outils de transformation aussi, et des vrais leviers pour construire l'écosystème territorial, faire émerger des initiatives et pouvoir les accompagner dans la durée. Parce que je rejoins ce qui était dit sur les associations aujourd'hui et la difficulté qu'elles peuvent avoir. Il faut qu'on légitime la place aussi de ces différentes structures, donc la reconnaissance aussi de ce qu'elles apportent au territoire, et l'aspect formation et professionnalisation pour que ça tienne dans la durée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que ces PTCE continuent non seulement à fonctionner, mais on le disait, à faire réseau aussi au niveau territorial et au niveau national, et qu'il y ait vraiment des coopérations interterritoriales qui jouent. Ça me paraît aussi essentiel. Alors, je me retourne vers Jean-François et Damien, donc nos deux maires. Tu me permets de dire que même si tu l'es plus, tu l'as été suffisamment longtemps. Parce que Jean-François, moi, on se connaît en fait pas depuis très longtemps, mais moi je lisais des choses sur Los Angeles, je voyais ce que tu faisais à distance, et je me disais mais comment il fait? Enfin, je connais les corons quand même, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collectivités locales pour tenir cette dimension sociale quand même extrêmement dure, et puis en même temps intégrer toutes ces problématiques nouvelles et écologiques. Donc franchement, je pense que tu as des choses très intéressantes à travers cette expérience à nous apporter. Quelle a été pour toi la difficulté la plus importante finalement que tu as eu à surmonter parce que aujourd'hui, en tout cas, tes électeurs donnent acte de ce que tu fais, puisque tu as été réélu de manière extrêmement forte. Donc, quels obstacles tu as rencontrés et comment tu réponds à cette question du rapport au citoyen, de son implication, du rapport entre l'élu et la société civile? Bon, le plus gros problème, je l'ai dit tout à l'heure, il est d'ordre psychologique, c'est le changement d'imaginaire. Passer du fond des mines à un modèle tel qu'on le décrit là, pour des gens à qui on a demandé d'avoir des bras et d'être courageux et de sacrifier leur vie, bon, il y a un gap quand même, bon, très, très important. Après, si on regarde les résistances, les oppositions, pour aller très très vite, il y a d'abord les opposants frontaux. Un jour, parce que je travaillais sur la question de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial au conseil régional. Damien était là d'ailleurs. Le Pen m'a attaqué en disant que tout ça c'était des conneries de bobos. L'histoire des mineurs au patrimoine de l'humanité, c'était des conneries de bobos, et qu'on ferait mieux de réouvrir les mines. Donc c'est quand même encore des discours réactionnaires qui sont présents. Deuxièmement, on a un certain nombre de résistances, alors d'ordre différent. Par exemple, le petit pouvoir de chacun, qui, dès lors que ça change, ça remet en question son petit territoire personnel, son ego. La question des productivistes qui ont une difficulté à penser autrement qu'en termes de production, de massification, etc. La question des lobbies qui, directement, vont être impactés par des changements et vont voir leur business s'effondrer. Là, on est dans des vraies résistances. Et puis, il y a ce que j'appellerais l'inertie des systèmes. C'est beaucoup plus vicieux parce que ça se cache partout. C'est pas de la résistance frontale, c'est la question des normes, des règlements, par exemple. L'inertie qui fait que coopérer, c'est long, ça prend du temps et que on peut s'épuiser. Alors, comment lutter contre ça ? Bon, changement d'imaginaire, j'y reviens, je suis désolé, mais pour moi, c'est central. Et puis, comme tu l'as très bien dit, à Los Angeles, ça n'a commencé à fonctionner que quand ça a commencé à faire système. Quand les arbres fruitiers ont commencé à donner massivement des fruits et que les gens ont commencé à faire du trafic de confiture et à se l'échanger, c'était du vivre ensemble qui apparaissait. Quand les nouveaux modèles économiques sur le solaire, les nouveaux modèles alimentaires ont commencé à montrer, par exemple, dans ma commune, on est à plus de 25 emplois créés par la bascule massive vers l'agriculture bio à Los Angeles. On est proche maintenant, dans les 2 ans, on est à 40% de notre surface agricole utile sur 800 hectares, donc ça fait du massif.
hein, quand même. Et donc, oui, on voit des gamins qui étaient au chômage et qui sont dans les champs. Bon, donc il y a des questions économiques. Et puis les résultats sociaux. Quand les gens sont dans des maisons, je le disais tout à l'heure, où dans une rue, ils payent 2000 € de chauffage parce qu'ils sont à l'électrique sur des modèles d'avant, et dans la rue d'à côté, parce que c'est nos nouveaux modèles d'éco-construction, ils payent 100 à 150 € de chauffage, c'est directement du pouvoir d'achat et de la lutte contre la précarité. Et le fait que tout ça, ça fasse système, c'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour faire ça, il faut une culture de la désobéissance et oser. Donc c'est des questions très intimes de qu'est-ce qui fait qu'individuellement et collectivement on va changer. Et par exemple, ça veut dire qu'on change si le collectif change un peu aussi. Sinon, on est dans le sacrificiel où on est dans le, enfin, on est seul et ça bouge pas. Deuxièmement, c'est comment on met en place des processus de coopération entre acteurs. Si on prend la question alimentaire, tous les agriculteurs, je ne soupçonne pas les agriculteurs d'avoir envie de boire du glyphosate dans un verre comme on pourrait boire un pastis ou un whisky. Je pense juste qu'ils sont embarqués dans tout ce que je viens de dire avant, hein, les représentations de leur modèle, etc. Et qu'ils me disent, mais moi je veux bien bouger. Mais tu m'amènes les clients, parce que sinon, moi, comment je vis, quoi. Bon. Et quand je discute avec la population, ils disent, mais nous, monsieur le maire, on veut bien manger du bio, mais si c'est pas à un prix qui fait qu'on peut pas arriver à l'acheter ou que c'est disponible dans les cantines. Et les intermédiaires au milieu, ils disent, mais nous, on veut bien faire, mais s'ils se mettent d'accord, hein, les producteurs. Bon, bref, les agencements d'acteurs, les processus de coopération sont absolument clés. Une fois qu'on a dit tout ça, pour terminer sur cette dimension, deux phrases. Moi, j'appelle ça la symbolique de l'étoile et des cailloux blancs. C'est-à-dire que de l'étoile et des cailloux blancs. C'est-à-dire que l'étoile, c'est ce qui nous fait rêver. Et il faut réapprendre à rêver, quoi. Dans la période où on est là, comment on met, je reprends le mot désir, hein, désolé, mais pour moi c'est absolument clé. Donc l'étoile, c'est ce qui nous fait rêver. Elle est dans le ciel, elle brille. Par exemple, Los Angeles était l'archétype du non durable. Voilà, l'archétype à tous les points de vue. Notre rêve, c'est de devenir la ville durable au pied de la Belgique et qui est la première ville à avoir toutes ses toitures en solaire. On va y arriver, hein. On se reverra dans 5 ans, on en reparlera. Je termine. Et donc du coup, ça, c'est le rêve. Les cailloux blancs, c'est l'église qui est en solaire. Ensuite, c'est toutes les salles de sport. Ensuite, voilà. C'est-à-dire qu'on est capable de tenir le long terme et le court terme. Conclusion, ça n'est possible que par une entrée territoriale. Un territoire, c'est un chaudron dans lequel vous avez tous les acteurs. Ça ne veut pas dire, on y viendra dans le dernier temps, qu'il n'y a pas des enjeux nationaux, mais le territoire est un endroit merveilleux pour réagencer les acteurs et retrouver du rêve et de la preuve, comme ça a été dit. Merci. Oui. Vous êtes tous les 5 en train de raviver notre désir, donc merci beaucoup. Damien, même question. Bon, un contexte quand même du Nord, mais différent, je l'ai dit. Donc, dans ton expérience de Grande Sainte, finalement, quelles sont les difficultés, les obstacles? Parce que si on veut aller plus vite et plus fort dans cette transition, c'est aussi de regarder pourquoi ça coince. Enfin, je pense que c'est pas simplement de dire les bons mots, mais dans ton expérience, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment tu les as surmontées? On est déjà dans les difficultés. Moi, la principale que j'ai aujourd'hui, c'est d'être sur un territoire industriel où les gens... Enfin, il y a une chanson de carnaval qui dit « On est tous des tuberculeux, mais on s'en fout, on est des carnavaleux ». C'est pour vous dire la résilience qu'on a. Les gens, ils savent qu'ils respirent des cochonneries. On est la région en France où on meurt le plus des cancers des voies aérodigestives supérieures, mais on s'en fout, on continue. C'est compliqué quand vous devez travailler contre dans cette représentation collective-là. Et on a les politiques qui disent, le maire de Gravelines qui est à côté de chez moi, oui, je suis candidat à recevoir un EPR, on continue sur des entreprises qui envoient n'importe quoi dans l'atmosphère, et puis quand il y a Lubrizol à Rouen, on commence à s'inquiéter sur le Dunkerquois, parce qu'on est à peu près la même chose qu'au Rouen chez nous. Donc avec des usines, 14 sites Céveso, seuil haut, aux portes de l'agglomération, commence à y avoir quand même des interrogations. Et puis là, le dernier rapport du GIEC qui sort avec les simulations, 2050, on est sous la mer. Donc là, quand même, il commence à se passer des choses, mais c'est long à venir. Et je vous dis, le chantage en emploi chez moi, il est permanent.
Le chantage à l'emploi, il est permanent. On accueille cette entreprise parce que dans ma ville, il y a 28% de chômage. Et ben, quand vous avez 28% de chômage, il y a une entreprise qui arrive qui vous promet qu'elle va créer 300 chômages, même si elle envoie de la merde dans l'atmosphère, et ben, on accueille cette entreprise. On en est là. Donc eh ben, il faut combattre ça pour se dire, il faut effectivement, Jean-François le dit, il faut se fixer un autre horizon, il faut raconter une autre chose parce que ce système, c'est la fin. Enfin, on peut continuer comme ça, mais on ne continuera pas bien longtemps sur notre territoire. Et les élus locaux ont effectivement à leur disposition quand même des prérogatives et vraiment extrêmement importantes en termes de logement. Jean-François le dit, quand il offre 150 € de chauffage par an, on fait ces modèles-là, maison passive, etc. Moi, je parle plus de pouvoir d'achat, je parle de pouvoir de vivre, parce que du coup, on donne la dimension de le futur qu'on s'offre aussi en faisant des économies d'énergie. On travaille sur la mobilité, on travaille sur l'alimentation. Le pouvoir de vivre, c'est aussi le nom du pacte qu'avaient lancé Nicolas Hulot et Laurent Berger, si je me trompe pas. C'est le titre qu'ils avaient pris, mais je trouve que c'est une belle représentation de dire oui, effectivement, ça rend de l'argent pour payer ses factures, faire face au quotidien, mais c'est aussi se fixer un avenir, parce qu'on évite des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, qu'on évite de se polluer la santé. Et voilà. Donc, on travaille sur la mobilité, on travaille sur le logement, on travaille sur l'alimentaire, sur l'alimentation, on travaille avec les habitants. On est la première échelle de l'éducation populaire qu'on peut mettre en œuvre pour sensibiliser les populations, pour surtout, moi j'aime bien faire en sorte qu'on sorte du modèle, pour s'autonomiser, pour avoir ce regard critique sur la société où elle est là. Donc c'est l'université populaire qui fait ça chez moi, et on fait ça par différents biais. C'est des conférenciers qui viennent, mais ça peut être aussi la fabrique de l'autonomie, où on apprend à se faire des produits d'entretien, des produits ménagers à base de produits naturels, pour éviter les perturbateurs endocriniens, c'est quand même quelque chose d'important, pour redonner du pouvoir de vivre, parce qu'un litre de lessive fait comme ça, c'est 40 centimes d'euros au lieu de 4 €, et puis c'est une action environnementale, puisqu'on évite de rejeter des produits. Et ça, à chaque fois qu'on fait ces ateliers-là, à chaque fois qu'on a la population dans ces universités, dans ces ateliers, eh ben on travaille l'imaginaire, on travaille, vous voyez, on a une autre société possible. Quand on fait l'outitech ou la grénothèque et qu'on met en commun nos outils, par exemple, eh ben on travaille un imaginaire et on se dit, pourquoi on n'a pas besoin d'avoir tous une perceuse, on a besoin de faire des trous. Eh ben la perceuse, on peut se la partager entre nous, et donc on travaille sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, et tout ça, ça crée du lien social dans la ville, ça crée de la rencontre entre les habitants, et ça nous ouvre de nouveaux horizons derrière. Oui. Je voudrais que tu dises un mot. J'étais en début de semaine aux journées de l'UNADEL. Il y avait un géographe, Bernard Latouche, qui parlait du territoire, mais au fond, d'un point de vue de géographe. Et Georges Gontcharov l'a dit, mais c'est vachement sympa ce que j'entends, mais moi, j'ai d'autres problèmes qui sont pas sur la table. C'est le rapport entre la commune et l'intercommunalité, les niveaux, le rôle de l'État là-dedans, les préfets, etc. Donc là... mais c'est un peu normal, on est sur une approche un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, mais concrètement, est-ce que l'urgence de la transition fait que les acteurs publics progressent dans leur façon de travailler ensemble sur cette transition? Moi, comme je suis quand même un peu depuis longtemps dans le circuit, j'ai été effaré en gros par la dégradation des rapports entre l'État et les collectivités territoriales globalement. Ce que j'avais vu avec les contrats de plan État-région il y a un certain nombre d'années et ce que je vois aujourd'hui, et en tant que citoyen, franchement, ça remue quand même. Donc comment est-ce que tu vis ça sur le terrain? Avec l'intercommunalité, ça va. Bon, il a fallu batailler, il a fallu imposer un certain nombre de choses, mais encore une fois, comme on a montré l'exemple à Grande-Synthe, c'est en train de faire tache d'huile sur l'agglomération. Par exemple, on est au 100% bio local dans les cantines scolaires de la ville, et c'est une politique maintenant agricole et alimentaire à l'échelle de l'agglo qui va se mettre en place, et toutes les cantines, toute la restauration collective de l'agglo va passer au bio, et on a 350 hectares de terres agricoles à l'intercommunalité, et elles vont passer on va passer au local bio. Donc voilà, on est passé, alors c'est un choix du territoire, un choix politique de faire les transports en commun sur l'agglomération gratuits, accessibles à tous, gratuits, c'est un choix politique de l'agglomération. Quand même, les retours de ça, parce que ça fait plus d'1 an maintenant, c'est qu'on a explosé le nombre de pratiques, puisqu'on est passé de 30 000 voyageurs jour à 70 000 voyageurs jour, et qu'il y a moins de circulation automobile dans l'agglomération, et du coup qu'on va pouvoir refaire rentrer la nature en ville, parce qu'on va pouvoir supprimer des parkings, voilà, et puis je vous raconte pas les tonnes de CO2 qui sont économisées, ça rend aussi du pouvoir de vivre à des habitants qui n'ont plus besoin d'une deuxième bagnole pour travailler, donc voilà, c'est un choix d'agglomération
que j'ai impulsé avec le président de l'intercommunalité, mais on s'est mis d'accord dessus. Et d'ailleurs, il y a eu une unanimité, sauf le Front National, sur la gratuité de ces transports en commun sur l'agglomération. Donc voilà, c'est en train. Avec l'État, c'est un peu plus compliqué. L'État, parce qu'il suit des normes. Et là, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que je pense maintenant qu'il faut prendre conscience qu'on ne peut plus appliquer une politique nationale de la même manière partout sur le territoire. Alors, le droit à l'expérimentation, c'est une nécessité. Il faut qu'on mette, et ça pour l'instant, c'est compliqué pour nous, quand on veut mettre un peu d'innovation politique, si ça rentre pas dans les créneaux, on a des bâtons dans les roues. Alors justement, c'est une belle transition, Laurent, tu as un micro. Si on revient sur cette notion de droit à l'expérimentation, et puis toi, tu es vraiment entre le niveau, comme tu l'as dit, entre le niveau national et puis le niveau des territoires. Qu'est-ce que tu as appris finalement de cette expérience sur la notion d'expérimentation, sur les obstacles rencontrés, sur le rapport à l'État, puisque toi, je rappelle quand même que tu es dans une discussion permanente avec l'État pour la question des financements et puis pour la question de l'application de la loi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à la salle à partir de ton expérience, des difficultés rencontrées? On gardera pour le dernier tour de chauffe, et demain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, il existe dans l'État des acteurs qui sont en capacité de travailler justement de manière collaborative dans des territoires, autour d'une table et pour co-construire. Et puis il existe aussi dans l'État une forme de bureaucratie au service du néolibéralisme. Je vous invite par exemple à lire... tu peux le redire, j'ai pas bien entendu. Bureaucratie au service du néolibéralisme. Ah, voilà. Ça existe, ça? Donc je vous invite à lire par exemple le rapport de l'IGAS-IGF qui a été fait récemment sur Territoire Zéro Chômeur, et vous verrez que dans ce rapport il est expliqué, puisque nous on dit avec ATD Quart Monde que le coût du chômage de longue durée c'est environ 18 000 € par an et par personne, quand on prend en compte les coûts d'accompagnement, les différentes aides qui existent, mais aussi les coûts indirects du chômage de longue durée, c'est-à-dire les coûts de santé, par exemple, voilà, parce que forcément, si vous êtes au chômage de longue durée, par nature, vos conditions de santé se dégradent. l'IGAS-IGF explique que d'abord, ils n'ont pas de données sur les coûts indirects. Il n'y a pas d'études selon eux, sur le fait, en fait, l'IGAS et l'IGF, sur le fait qu'on puisse estimer quelles sont les dépenses de santé augmenter du fait de la situation des personnes. C'est déjà ce qui est assez étonnant, puisque ça existe partout dans le monde, hein, mais apparemment pas en France. Ensuite, ils nous disent, dans les entreprises que vous avez créées, vous accueillez 50% de personnes qui ne sont ni inscrites à Pôle emploi, ni suivies par la CAF. Oui, effectivement, ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle dans le non-recours, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas fait appel à des aides publiques, voilà, mais par contre, elles sont en situation de pauvreté, de précarité. Et donc, comme vous accueillez 50% de personnes qui sont dans le non-recours, finalement, vous coûtez 2 fois moins cher que ce que vous dites. Donc, le coût du chômage longue durée, c'est pas 18 000 €, ça doit être environ 9 000 €. Puis, comme en plus, il y en a une partie qu'on ne peut pas estimer, finalement, ça doit coûter environ 5 000 €. Donc, vous voyez bien quand même, dans ce qu'on dit, qu'il y a encore beaucoup à faire et à changer du point de vue culturel au niveau de l'État. Parce que avoir un droit à l'expérimentation, c'est déjà une chose. Mais après, pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire étendre, construire, c'est encore plus compliqué parce que ça fait peur. Et nous, ce qu'on rencontre comme une difficulté, c'est souvent là. C'est-à-dire que c'est plus facile de développer à l'international le projet en Belgique, là où il y a un État fédéral, ou en Allemagne, finalement, et on a des contacts pour développer à l'international, que dans certaines discussions avec l'État. Et juste pour dire aussi que dans le chômage longue durée, par exemple, on constate en fonction des territoires que la situation des personnes, bien sûr, est très différente. J'ai lu dans l'Alternative économique, par exemple, des articles sur d'Hervé Lebras ou sur d'autres analyses ou de démographes, etc. Bon, on voit bien que nous, ce qu'on rencontre, c'est que dans les territoires ruraux, parfois, il y a des problèmes de mobilité. Dans d'autres territoires, il y a des problèmes de discrimination. Il y a Agnès Touvenot qui est dans la salle, qui est adjointe à Villeurbanne et qui porte aussi le projet à Villeurbanne. Clairement, ce sont des discriminations par rapport au nom, par rapport à l'adresse, etc. Mais j'ai posé tout à l'heure la question du système public d'acteurs. Toi, finalement, qui a un poste d'observation intéressant, est-ce que tu as l'impression que depuis le début de l'expérimentation, le système local d'acteurs, puisque vous avez des comités locaux, il y a des entreprises à but d'emploi, est-ce que tu as l'impression que ce système local progresse
et progresse assez vite par rapport aux urgences qui sont les nôtres. Oui, c'est formidable ce qui se passe, parce que le fait de mettre autour de la table des acteurs de l'ESS, des acteurs publics, des élus locaux, des élus nationaux, Pôle emploi, l'État, les entreprises, les TPE, les PME, etc., ça crée des liens et ça crée surtout de belles choses. Et ça, c'est très intéressant, ça devrait être beaucoup plus soutenu. Après, comme tu l'as dit, il y a plein de plans, il y a plein de choses. Bon, bah, on se met autour de la table, on invente ensemble et on crée. Et là, on est en contact avec environ 250 territoires qui nous ont fait part de leur volonté un jour de pouvoir peut-être expérimenter. Et partout, il y a des comités locaux qui se créent, sans forcément avoir encore créé l'entreprise. Voilà, mais voilà, ça bouge. D'accord. Alors, avant de prendre le dernier tour sur demain, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur qu'est-ce que vous allez faire vous-même demain et comment est-ce qu'on peut, après cette table ronde et après ces journées, être acteur, progresser? Je voudrais quand même demander à Nadine une question assez difficile, je dois dire, qui est la transition, ok. On commence à voir un peu ce que c'est. Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de... Alors, le terme de mesure d'impact aujourd'hui est à la fois très mode et très décrié en partie, mais quand même, de pouvoir rendre compte de comment on progresse ou pas dans la transition. Est-ce que, en tant qu'universitaire, chercheur, est-ce que tu vois, comment dire, une démarche de progrès sur cette façon, non seulement de... Parce que Laurent vient de dire que les rapports IGF et IGAS, il y a encore des progrès à faire pour qu'il y ait une certaine compréhension, finalement, de ce qui se joue dans les dynamiques locales. Toi qui as travaillé sur ces sujets-là, comment tu vois la question un peu de l'évaluation et de la mesure d'impact? Alors, permets-moi un pas de côté avant, parce que je suis tout à fait fascinée d'entendre de belles expériences. Et l'expérience que j'ai en Provence-Alpes-Côte d'Azur me montre que sans appui politique, sans volonté politique, à terme, il n'y a pas de transformation qui s'opère. C'est-à-dire que les seules initiatives des acteurs ne peuvent suffire à créer des dynamiques. Alors, moi, j'ai connu un territoire qui s'est transformé à l'initiative notamment des Verts, d'une majorité de gauche. Philippe Chénaud a contribué à la structuration du territoire de façon significative, à la mise en débat, à la mise en coopération. À partir du moment où on passe dans une majorité régionale qui est bleue et bleu marine, eh bien, tout s'arrête. Tout s'arrête et les gens s'épuisent à essayer de maintenir des coopérations, mais en fait, ils s'épuisent à survivre. Okay. Et donc, je pense que c'est un élément important parce le message est passé. Sur ce territoire-là, Marseille s'effondre, malgré des lanceurs d'alerte associatifs depuis 20 ans. La Méditerranée devient un cimetière, malgré des associations présentes, etc. Et du coup, ça veut dire quand même qu'il y a un vrai enjeu de coopération multi-acteurs et que si la volonté politique ne vient pas soutenir des dynamiques d'acteurs, au bout d'un moment, les dynamiques disparaissent. Okay. Alors, évidemment, il faut évaluer ce qui se passe et comment ça se passe. Alors, une des difficultés, c'est qu'on a souvent des évaluations qui sont de type microéconomique, donc qui ne prennent pas en compte forcément les dynamiques territoriales, donc ce qui se passe à un niveau méso. Tu évoquais tout à l'heure les enjeux de ce niveau méso. L'intérêt des approches territoriales, c'est bien effectivement d'essayer de prendre en compte des éléments d'articulation. Alors, on voit par exemple le magnifique bouquin de Moustier et Itzaïna sur un PTCE dans le sud-ouest de la France, qui démontre comment se sont mis en place les coopérations en inscrivant dans le temps, dans des pratiques de formation, dans des dynamiques d'acteurs privés, lucratifs ou non lucratifs, dans des jeux territoriaux d'alliance, donc entre des niveaux territoriaux différenciés. Et il me semble qu'on a sans doute, au-delà de valoriser des initiatives microéconomiques, ce qu'on fait souvent avec les prix, c'est finalement valoriser, montrer des choses qui se passent en termes de coopération territoriale et sur quoi ça bute ou quels sont les leviers. Du point de vue des outils d'évaluation, ils existent. Ça fait depuis les années 60 que des outils d'évaluation se construisent, etc. Sauf qu'ils ne... Ils sont utilisés ? Ils sont peu utilisés, ouais. Ils peuvent être très coûteux à mettre en œuvre, donc trop lourds, et donc trop coûteux effectivement, mais surtout la question c'est évaluer pour quoi faire. Est-ce que c'est évaluer pour sanctionner quelque chose qui n'aurait pas été respecté, ou est-ce que c'est évaluer en cours, au fil de l'eau, pour permettre d'ajuster, de transformer, de revisiter, et c'est qui évalue ? Est-ce que c'est une république d'experts
qui va évaluer des stratégies mises en œuvre par des acteurs, ou est-ce que c'est de l'évaluation qui est réalisée au plan local, territorial, en partageant des dynamiques? La VIS a publié des choses sur l'évaluation. On dispose d'une série d'outils sur l'évaluation. On dispose d'expertise. Je fais plaisir à Philippe, là, il lève les pouces en disant que c'est super. Donc voilà, après l'enjeu c'est de dire comment effectivement on fait pour les mettre en œuvre concrètement et en évitant des dispositifs qui soient explosifs dans les organisations. Parce que tout dispositif d'évaluation, lorsqu'on le met en œuvre en interne, génère à un moment donné des tensions qu'il va falloir Laurent, gérer. je ne sais pas s'il en dira un mot, mais il a eu à subir quand même dans la dernière période disons, des approches de l'évaluation et des déclarations dans la presse qui étaient un peu compliquées. Alors, il me fait signe 5 minutes. Philippe, t'exagères un petit peu, donc on va en prendre quand même peut-être 8 ou 9. On va terminer à 13h03 ou 4, puisqu'on nous a donné l'antenne un peu tardivement. Donc, je me tourne vers nos 5 intervenants en leur demandant « et demain ?» Demain, à la fois, qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire? Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et j'ai envie de prendre cette fois-ci par toi, Damien. Tu es député européen. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que, par exemple, le Fonds social européen pourrait devenir une machine à financer la transition? Oh, ça devrait. Ça devrait. Non, mais on est un peu à la fin, là. Il faut quand même... il disait qu'il faut réveiller au début, mais il faut réveiller à la fin aussi un petit peu. Non, derrière la boutade, tu es député européen aujourd'hui, donc comment tu vois le lien entre ce que tu as fait comme maire et puis cette dimension européenne? Ah bah moi je me sers de mon quotidien de maire pour aller défendre des politiques. Par exemple, je suis membre d'une commission sur l'industrie, la technologie et la recherche, et comment on va accompagner les territoires industriels à faire leur transition derrière, et quels outils européens on va mettre au service de ces territoires qui ont de l'industrie pour qu'ils rentrent dessus. Il faut les protéger aussi, ces territoires, parce que ArcelorMittal par exemple, qui aujourd'hui émet 13 millions de tonnes de CO2, va investir pour ne plus émettre que 6 millions de tonnes de CO2 par an, donc 50% de ses émissions de CO2. Il faut l'encourager, sauf que du coup il investit, son acier va devenir plus cher, et que il faut le protéger d'un acier turc, chinois ou russe qui arrive chez nous, qui produit son acier n'importe comment, donc il faut mettre une forme de protectionnisme vert à nos frontières. Donc je suis dans la commission finance économie pour essayer de mettre ce mécanisme-là en place. Et puis le troisième, parce que j'ai été effectivement impliqué dans la situation migratoire et la crise de l'accueil qu'on a connue en Europe, donc je me bats aussi énormément dessus, mais tout ça est intimement lié, la transition, pour moi le problème de la migration, il est aussi dans la transition. Donc c'est me servir de mon expérience de terrain et de continuer à dialoguer avec les acteurs de terrain pour pouvoir faire évoluer les politiques européennes. Je ne vous cache pas que je fais partie d'un groupe écologiste où on n'est que 10% des eurodéputés et qu'il faut faire force, il faut être convaincant pour amener les autres à venir sur notre champ, malgré l'urgence climatique qui vient d'être déclarée, malgré l'urgence environnementale. On a encore des vieux réflexes productivistes, des vieux réflexes compliqué à faire changer. Donc moi je compte beaucoup sur la société civile pour faire pression sur les politiques, pour que les politiques accompagnent à un moment donné la société civile, parce que la société civile peu à peu, et si je refais le parallèle avec la situation migratoire, il y a 40% aujourd'hui de l'accueil qui est réalisé par des ONG, par des associations, par des citoyens dans notre pays, et s'ils n'étaient pas là, on serait dans une situation catastrophique, sauf qu'ils s'épuisent, et qu'un jour, ils ne pourront plus le faire. Donc il faut vraiment qu'on assume et qu'on prenne le relais de ça, et c'est vrai aussi sur la transition. Merci Christiane. Donc même question, demain par rapport aux engagements qui sont les tiens aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble l'importance de ce qu'il faut faire à la fois, disons dans l'approche des territoires pour que la transition devienne effective? Je pense que dans l'approche des territoires, il y a effectivement un foisonnement d'initiatives. On a cité les PTCE, on peut citer les pôles alimentaires, ou on peut citer aussi territoires à énergie positive. Et si je reprends rien que cet exemple-là, ça montre bien que les territoires sont en capacité d'inventer, d'innover. Je pense aussi qu'il y a une volonté d'être sur un engagement qui allie à la fois le politique, le stratégique et le systémique en faveur du développement local. Et ça, il faut réellement promouvoir ces démarches-là qui sont des démarches novatrices et de soutenir toutes les dynamiques qui sont et qui intègrent des processus de changement. Donc je pense qu'au niveau des collectivités aujourd'hui, et effectivement, elles ont
à soutenir et à renforcer ce qui est de l'ordre du bien commun, je l'ai déjà dit, mais ce qui est l'ordre aussi du mieux vivre ensemble. Et là aussi, on a des modes de faire collectifs qui doivent absolument se retrouver dans des démarches transversales, cohérentes et en articulant les différents niveaux d'échelle. Et je pense que les collectivités doivent absolument jouer leur rôle d'animateur et d'ensemblier du territoire plutôt que d'être sur des logiques d'injonction ou des logiques descendantes. Donc ça veut dire aussi de remettre la posture aussi de l'élu comme la fonction d'animateur des territoires, et que ça c'est essentiel. Merci. Laurent, donc territoire zéro chômeur, vous êtes dans des discussions, quand même, tu peux peut-être en dire un mot, importantes et actives pour savoir extension, oui, quand, comment? Donc nous, il y a plusieurs choses. D'abord, dans les 10 territoires, on poursuit la recherche de l'exhaustivité, c'est-à-dire de s'adresser à toutes les personnes privées durablement d'emploi. Et donc à Pipriac, en Ille-et-Vilaine et à Mauléon, on a embauché toutes les personnes qui étaient volontaires pour pouvoir rentrer dans les EBE. Donc ça, voilà. On est proche pour Prémery dans la Nièvre et Jouques, donc dans les Bouches-du-Rhône. Et après, les 6 autres territoires continuent, puisqu'on a plus ou moins en nombre, en fonction de la densité de population, de personnes à embaucher dans les EBE. Après, on est en discussion avec la ministre du Travail et le ministère du Travail pour la 2e étape. Le président de la République s'est engagé à Bordeaux lors du grand débat à faire en sorte d'étendre territoire zéro chômeur longue durée avant la fin de l'année 2019. Donc nous on attend, mais à mon avis ça va être un peu juste pour cette fin d'année. Monsieur Noblecourt, je crois qu'il doit intervenir, eh bien, on est inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté comme une des priorités, donc on attend qu'on soit une priorité dans le réel. Et donc, nous sommes en discussion pour un diagnostic partagé, puisqu'on nous a invités suite à la publication de 2 rapports, un rapport du Conseil d'évaluation scientifique qui est prévu par la loi et un rapport de l'IGAS-IGF qui a été demandé en plus, ce qui fait d'ailleurs de territoire zéro chômeur, je crois, un des projets les plus évalués en France, puisqu'on a encore d'autres évaluations en cours. Donc, la confiance règne, quoi. Voilà, on nous a invité à un diagnostic partagé, nous en sommes très heureux, et on nous a dit récemment que le diagnostic partagé se ferait sans l'IGAS-IGF, donc ce qui est loin d'être partagé, puisque si on ne partage pas avec ceux qui non, mais c'est une tranche de vie qu'il nous raconte, écoutez-le, parce que donc, on est au cœur du problème. Voilà. Donc on fera un diagnostic partagé sans l'IGAS-IGF, et on le fera avec M. Bouba Olga du Conseil d'évaluation scientifique, ce qui est déjà un début, et en janvier, on devrait avoir des annonces sur la suite. Donc sur la suite, nous attendons à ce qu'il y ait une 2e loi qui étende l'expérimentation à de nouveaux territoires, puisque nous avons une centaine de territoires qui ont déjà créé un comité local. Si nous n'obtenons pas un engagement ferme du gouvernement, comme nous avons aujourd'hui 217 parlementaires de tous les groupes qui ont rejoint notre comité de soutien et qui se sont engagés à défendre une proposition de loi, eh bien nous demanderons à ces parlementaires, dans de brefs délais à partir de la fin du mois de janvier, eh bien de porter une proposition de loi au Parlement pour engager le débat. Voilà. Merci. On voit, je pense que c'est intéressant de voir les différents niveaux de difficulté. Nadine, même question. Je crois que tu voulais parler un peu de l'aspect de la formation. Oui, pour moi, peut-être 2 enjeux pour demain. Un enjeu démocratique. L'enjeu, il est immédiat, mais pas simplement un enjeu démocratique simplement au moment d'aller voter, un enjeu démocratique dans les organisations. Donc il renvoie à des principes d'économie sociale et solidaire avec, du coup, un enjeu aussi de revisiter les pratiques à l'intérieur de ces organisations. Donc ça me semble un premier enjeu particulièrement important à l'arrivée des municipales bientôt. Et puis le deuxième enjeu, c'est, me semble-t-il, un enjeu de formation. En tous les cas, encore aujourd'hui, on a tendance à vendre uniquement l'idée qu'il y aurait un modèle unique en matière économique, fondé sur un modèle qui est vieux, vieillissant, une logique actionnariale unique, etc. Et donc du coup, on ne forme pas suffisamment à des modèles alternatifs. Et donc il me semble qu'il y a un enjeu important de valorisation, de formation, de diffusion de ces modèles, et donc d'avoir des modèles pluriels et pas simplement l'idée d'un modèle dominant, notamment dans la tête aussi d'un certain nombre d'élus ou de techniciens au niveau des régions, enfin en tous les cas là où l'économique se joue au niveau des régions ou des métropoles. Et donc du coup, cet enjeu de formation me semble extrêmement important. Merci Nadine. Jean-François, c'est toi qui vas terminer cette table ronde. Donc
à partir de ton expérience de Los Angeles, je crois savoir et comprendre que finalement tu as le souhait de dire on a fait des choses, comment est-ce qu'on met les territoires qui sont dans la transition en rapport les uns avec les autres et comment on les aide à aller bien mais aller aussi peut-être un peu plus vite, quoi, parce que malgré tout il ne faut pas tomber dans l'urgence mais il faut aussi avoir des résultats quand même assez rapides. Donc je crois que tu as des idées, des projets là-dessus, tu nous en dis un mot pour conclure? Oui, c'est une conclusion et c'est un début. En fait, j'ai quand même pas mal d'années au compteur d'avoir essayé dans tous les cadres de faire bouger et je pense qu'aujourd'hui le global est bloqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat mené à l'Europe, en France et tout, hein. Mais je me suis épuisé des amendements sur des virgules, enfin tous ces trucs-là, quoi. Bon, des dispositifs et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, parce qu'à un moment on finit par rencontrer nos pairs en France, nos pairs en Europe et dans le monde qui essayent de faire système au niveau territorial. Et à un moment donné, la conviction s'est imposée que l'initialisation, attention c'est compliqué, de la généralisation viendra des territoires. Ça, c'est la conviction qui s'est progressivement imposée en moi. Et donc l'idée, c'est de regarder comment ces territoires dans lesquels on a des résultats concrets, qui s'attaque à la question systémique, parce que ça c'est clé, il y a plein de trucs super qui se font, mais c'est difficile que ça aille toucher en systémique. Il n'y a pas tant que ça d'endroits dans le monde, hein, pour en avoir beaucoup parlé avec Rob Hopkins au niveau des villes en transition, il n'y a pas tant que ça d'endroits, mais il y en a. Et moi j'appelle ça des cellules souches, et là j'invoque les lois de la biologie. Dans les lois de la biologie, une seconde là-dessus, quand les conditions de soleil, de matière organique et de température sont présentes dans un étang, les lentilles se multiplient toutes les 2 heures, je ne sais plus si c'est le bon chiffre, hein. Et le premier jour, ça fait une assiette, le deuxième jour, ça fait un terrain de football, le troisième jour, ça fait un département. Donc moi, je mise sur cette dissémination des cellules souches qui font système entre elles et qui se partagent. Donc avec un certain nombre d'acteurs ici, on est aujourd'hui à une 40aine d'organisations, donc c'est juste énorme, d'acteurs d'horizons différents de la transition. On est en train de monter la fabrique des transitions avec 4 types de métiers. Une communauté apprenante qui partage de ses expériences entre pairs et en décloisonnant aussi. Donc c'est vraiment une logique d'intelligence collective pour le coup. Donc communauté apprenante. Deuxièmement, ce serait quoi un accompagnement systémique des territoires, parce que des accompagnements techniques, des ingénieries, il y en a 1 milliard, mais à quel endroit ça fait que ça met en mouvement, en désir, etc. Troisièmement, une dimension centre ressources, formation, parce que c'est finalement se former à des nouveaux savoir-être, à des nouvelles postures de coopération, par exemple, et c'est extrêmement compliqué, et ça s'apprend, c'est pas forcément inné, et dernièrement, des dimensions de recherche, parce que dire que les sciences humaines et sociales deviennent la clé de la transition, c'est un changement de pied considérable par rapport aux représentations qu'on a. Donc, du coup, nous sommes aujourd'hui dans un moment extraordinaire de décollage vertical parce que, et pour moi ce sera le mot de la fin, qui est quand même notre chance à nous depuis des années où tous les gens ici, on est tous des soutiers, hein, de la transition, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la transition, c'est devenu tendance. Bon, et comme c'est tendance, toutes les listes disent qu'elles vont faire de la transition, eh ben chiche. Et donc du coup, c'est une invitation à faire que finalement, c'est de l'émergence de toutes les cellules souches qu'on représente, que chacun on va pouvoir nourrir, contribuer. La situation est compliquée, mais ça peut redonner un petit peu d'optimisme quand même. Voilà. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Merci à nos 5 intervenants. D'une certaine façon, les journées de l'économie autrement sont une forme de fabrique des transitions. Donc je redonne la parole à Philippe pour qu'il vous dise ce qui va se passer maintenant. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Je crois que cette plénière d'ouverture était extrêmement passionnante et particulièrement bien animée par Luc Siby qui ferait... Non, je veux dire, c'était un défi d'arriver à vous donner tous la parole en aussi peu de temps et de façon à ce que vous puissiez exprimer quelque chose de fort. Et je veux dire, vu de la salle, c'était formidable. Alors, ce que je voulais dire simplement avant que vous partiez tous, hein, c'est que, en fait, on a fait allusion à plein de choses ce matin et qui vont être rebattues pendant les 2 jours qui viennent.
Je veux dire, Christophe Itier nous a parlé d'envie-autonomie. Il se trouve qu'il y a un atelier qui est consacré à envie-autonomie demain après-midi. On nous a parlé des difficultés du financement des associations. On a demain également une conférence débat autour des associations, qu'animera d'ailleurs également Hugues, avec Viviane Tchernonog, Lionel Poutot et d'autres acteurs de la Fonda. Et cet après-midi, on va avoir 2 tables rondes au Conseil régional, dans la salle des séances du Conseil régional, qui vont revenir sur la thématique des territoires et transition. L'une avec une optique qui est plutôt de voir comment les acteurs de l'ESS s'en saisissent, et l'autre qui est plus de savoir comment on arrive à faire travailler tous les acteurs à la fois du champ de la décision publique et des entreprises et de l'ESS. Et où ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des personnes qui sont positionnées différemment. Là, on a eu plutôt des élus, hein, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet après-midi, on va avoir en première table ronde plutôt des gens de l'ESS, et dans la seconde, ça sera aussi des architectes, des urbanistes, des gens qui nous apportent un autre regard sur ces questions, parce que la réussite de la transition, c'est aussi, comme vous l'avez tous souligné, c'est d'arriver à faire travailler tous ces gens ensemble. Et puis, on a aussi des choses autour. On va revenir sur territoire zéro chômeur, puisqu'on a la chance cet après-midi dans la table ronde sur le plein emploi et l'économie soutenable, sur concilier plein emploi et économie soutenable, d'avoir Florence Janicatrice, qui, dans le processus d'évaluation, n'était sans doute pas la plus hostile, hein, donc, par rapport à M. Cahuc, par exemple. Donc, voilà, on va pouvoir continuer à approfondir tous ces thèmes durant ces 2 jours. Et maintenant, bon appétit, et on se retrouve tous à 14h30, soit au Conseil régional, soit dans les différentes salles du Palais des Ducs. Merci à tous.